Mes parents ont manqué ma remise de diplôme du MIT pour assister au récital de ballet de ma sœur, réalisant seulement plus tard que c'était le jour où je les ai rayés de ma vie. Lorsque le mariage de mon cousin nous a forcés à nous retrouver dans la même pièce, 5 ans plus tard, ils ont enfin compris ce qu'ils avaient perdu. J'étais là, en toque et en toge, sur la pelouse du Massachusetts Institute of Technology, scrutant la foule à la recherche de visages dont je savais qu'ils ne seraient pas présents. Mai 2018. Le soleil tapait sur mes épaules, tandis que des centaines de familles célébraient autour de moi, leurs appareils photo crépitants, leurs voix s'élevant sur le campus en vagues de fierté et de joie. Mon téléphone pesait lourd dans ma poche, et le dernier message de ma mère brillait encore dans ma mémoire. « Ma chérie, nous sommes vraiment désolés, mais le récital de Madison a été déplacé à aujourd'hui. On se rattrapera. » Félicitations. 22 ans, diplômé avec la mention summa cum laude en génie informatique, et j'étais complètement seul. La cérémonie s'est terminée. J'ai récupéré mon diplôme, un sourire plaqué sur le visage, pendant que le doyen me serrait la main. Le professeur Williams, mon directeur de thèse, m'a prise à part ensuite, l'inquiétude gravée dans les rides autour de ses yeux. « Votre famille n'a pas pu venir ?» m'a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître désinvolte. Ils avaient un empêchement. Il m'a observé un long moment. « Vous êtes l'une des étudiantes les plus brillantes que j'ai jamais eues, Marianne. J'espère que vous le savez. » Je l'ai remercié et je suis rentré à mon appartement à travers les rues de Cambridge, portant toujours ma tenue de cérémonie. Des touristes prenaient des photos. Un sans-abri m'a félicité, mais mon téléphone est resté silencieux. Ce soir-là, j'ai enfin reçu l'appel. La voix de ma mère pétillait d'enthousiasme. Madison était absolument éblouissante. Tu aurais dû la voir dans ce tutu blanc. Tout le monde a dit qu'elle était la star du spectacle. Comment s'est passée ta petite cérémonie? Ma petite cérémonie? 4 ans de nuit blanche, d'innombrables heures au laboratoire, une percée dans la conception de semi-conducteurs qui avaient un réel potentiel de brevet. Mais c'était ma petite cérémonie, alors que le récital de ballet de Madison, dans un théâtre de quartier, était l'événement de l'année. C'était bien, ai-je dit d'un ton neutre. Oh, super. Ton père a filmé tout le récital. Tu veux que je t'envoie la vidéo? Quelque chose s'est brisé en moi. Non, maman. Je ne veux pas, ne sois pas comme ça, Marianne. Tu sais à quel point la danse est importante pour Madison. Tu as toujours été si indépendante, si autonome. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais parfaitement. J'avais compris depuis l'âge de 7 ans, quand j'avais raté ma propre fête d'anniversaire parce que Madison avait un essayage de costume d'urgence. J'avais compris quand ils avaient manqué ma cérémonie de remise des prix au lycée, parce que Madison avait besoin d'eux à son concours de danse dans l'Ohio. J'avais compris quand ils avaient refusé de m'aider pour mes frais d'inscription à l'université, parce que les leçons privées de Madison étaient chères, mais qu'ils avaient pourtant trouvé de l'argent pour une nouvelle voiture quand Madison avait eu 16 ans, alors que moi, je prenais le bus. Je dois y aller, ai-je dit. Attends, on viendra te voir bientôt. Peut-être le mois prochain. Bien sûr, maman. Peut-être le mois prochain. J'ai raccroché. Puis, j'ai bloqué leurs 2 numéros. Le lendemain matin, je les ai bloqués sur toutes les plateformes de médias sociaux. J'ai changé mon adresse email. Quand ils ont essayé de me joindre par l'intermédiaire de mon ancienne colocataire d'université, Jenny, je lui ai demandé de leur dire que j'avais besoin d'espace. Ce que je n'ai dit à personne, c'est que cet espace serait permanent. Mon oncle Robert, le frère de mon père, était le seul membre de la famille dont j'avais gardé les coordonnées. Il avait toujours été différent des autres, plus calme, plus observateur. Il m'avait envoyé une carte pour ma remise de diplôme, avec un chèque à l'intérieur et un mot qui disait « Je suis fier de toi, ma grande ». Je l'ai toujours été. Par l'intermédiaire de l'oncle Robert, j'ai entendu des fragments de la façon dont ma disparition s'était déroulée à la maison. Apparemment, mes parents ne se sont même pas rendus compte que j'étais sérieusement contrarié pendant les 3 premières semaines. Ils pensaient que j'étais occupé à chercher du travail. Au moment où ils ont compris que je ne répondais plus du tout, ils ont essayé de faire passer ça pour un caprice. Elle reviendra, aurait dit mon père. Marianne a toujours été lunatique. Mais je ne suis pas revenu. J'ai accepté un poste dans une entreprise technologique à Seattle, à 3000 miles de ma ville natale de Richmond, en Virginie. Le salaire était mirobolant,
plus que ce que mes parents gagnaient à eux deux. Je me suis plongé dans le travail, dans la construction d'une vie où mes réussites comptaient pour quelqu'un d'autre que moi. Les années ont passé. J'ai eu une promotion, puis une autre. En 2023, à 27 ans, j'étais ingénieur senior, avec mon nom sur 3 brevets et une solide réputation dans le secteur. J'ai acheté un appartement moderne avec vue sur le Puget Sound. Je suis sorti avec un architecte logiciel nommé Marcus pendant 2 ans, avant que nous nous séparions à l'amiable. Je me suis fait des amis qui, eux, venaient à mes dîners d'anniversaire et célébraient mes victoires sans jalousie ni dédain. J'ai bâti une vie qui était entièrement, complètement la mienne. Oncle Robert me tenait vaguement informé des nouvelles de la famille, même si je ne demandais jamais rien. Madison avait apparemment abandonné le ballet après le lycée, ce que je trouvais sombrement ironique. Elle s'était mariée jeune avec un certain Tyler, travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et, d'après Robert, semblait assez contente. Mes parents vivaient toujours dans la même maison, suivaient toujours les mêmes routines. Ils demandaient de mes nouvelles parfois, disait-il, mais avec un étrange détachement, comme si j'étais une parente éloignée dont ils se souvenaient à peine, plutôt que leur fille aînée. Puis, en janvier 2023, oncle Robert a appelé avec une nouvelle. Mon fils, Derek, se marie en juin, a-t-il dit. Un grand mariage. Toute la famille est invitée. Je sais que tu as gardé tes distances, Marianne, mais j'aimerais vraiment que tu sois là. Derek m'a spécifiquement demandé de te contacter. Il t'a toujours admiré. Je me souvenais de Derek comme d'un gamin dégingandé, obsédé par les jeux vidéo. Quel âge a-t-il maintenant? 24 ans. Il épouse son amour de fac, Amanda. Elle est adorable. J'ai hésité. 5 ans, c'était long. Une partie de moi avait guéri pendant ce temps, avait construit assez de distance pour que je puisse peut-être supporter une seule journée dans le même espace que mes parents. Est-ce qu'ils seront là, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Tes parents? Oui. Madison et Tyler aussi. La voix de Robert s'est adoucie. Mais c'est un grand mariage, Marianne. Plus de 200 invités. Tu pourrais probablement les éviter assez facilement si tu le voulais. Je vais y réfléchir. Mais je savais déjà que j'irais. Quelque chose avait changé en moi au cours de ces 5 années. Je n'étais plus en colère. La colère impliquait qu'ils avaient encore du pouvoir sur moi. Au lieu de cela, je me sentais curieuse. Je voulais les voir avec ces nouveaux yeux, ces yeux qui appartenaient à quelqu'un qui avait réussi sans leur approbation ni leur soutien. J'ai confirmé ma présence. Les mois précédant le mariage, je me suis préparé mentalement. J'ai acheté une robe qui coûtait plus cher que l'hypothèque mensuelle de mes parents, une élégante tenue bleu marine qui me donnait l'allure de la professionnelle accomplie que j'étais devenue. J'ai réservé une chambre dans le plus bel hôtel de Richmond. J'ai loué une voiture, une Tesla, parce que pourquoi pas. Juin est arrivé avec la chaleur humide de la Virginie. J'ai atterri à l'aéroport international de Richmond la veille du mariage, je me suis enregistré à mon hôtel et j'ai passé la soirée à me rappeler que je faisais cela pour Derek, pas pour une confrontation dramatique. Le mariage avait lieu dans un domaine historique en dehors de la ville, avec des jardins manucurés et des colonnes blanches. Je suis arrivé pile à l'heure, me fondant dans la foule des invités. La cérémonie était prévue pour 16 heures, suivie d'une réception. J'ai repéré mes parents presque immédiatement. Ils avaient vieilli plus que je ne l'imaginais. Les cheveux de mon père étaient devenus presque entièrement gris, et ma mère avait pris du poids. Il se tenait près de l'entrée du jardin avec Madison et son mari, un homme trapu avec un bouc qui n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Madison avait l'air fatigué, plus âgé que ses 25 ans, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Il ne m'avait pas encore vu. Je me suis dirigé vers le côté opposé du jardin, trouvant une place vers l'arrière pour la cérémonie. Derek et Amanda ont échangé leurs vœux sous une arche couverte de roses, et je me suis sentie sincèrement heureuse pour eux. Oncle Robert a prononcé un discours touchant sur l'amour et le partenariat qui a fait pleurer plusieurs invités. La réception a commencé. J'ai félicité Derek et Amanda dans la file d'attente. Marianne, tu es venue. Derek m'a serré dans ses bras. Papa a dit que tu viendrais peut-être, mais je n'étais pas sûr. Mon Dieu, ça fait une éternité. Tu as bien grandi, ai-je dit en souriant. Félicitations à vous deux. Amanda, une petite femme aux yeux doux, m'a serré la main. Derek parle de toi tout le temps. Il dit que tu es une sorte de génie. Loin de là,
mais je me débrouille. J'ai avancé dans la file et suis entré dans la salle de réception, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. La pièce était magnifique, des lustres, des tables rondes avec des nappes blanches, un groupe de musique qui s'installait dans un coin. J'ai trouvé ma place assignée à une table avec des amis d'université de Derek, loin de là où ma famille proche était assise. Pendant la première heure, j'ai réussi à éviter toute interaction. J'ai discuté avec les amis d'université, j'ai appris des choses sur leur vie et j'ai partagé des versions édulcorées de la mienne. Nous avons dîné, filet mignon et légumes rôtis. Le groupe a commencé à jouer. Les gens se sont dirigés vers la piste de danse. Puis ma mère est apparue à mon coude. « Marianne ?» Sa voix s'est légèrement brisée. « C'est vraiment toi ?» Je me suis retourné lentement, gardant une expression neutre. « Salut, maman. » Elle avait l'air sur le point de pleurer. « On ne savait pas que tu serais là. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais ?» J'ai répondu à Derek et Amanda. C'est leur journée. Mon père s'est matérialisé à côté d'elle, son visage un mélange de confusion et de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Tu as l'air différente. Plus âgée. Ça fait 5 ans. Les gens vieillissent. Madison restait en retrait, observant la scène avec de grands yeux. Elle avait toujours été douée pour sentir l'ambiance, pour savoir quand se taire. 5 ans, a répété ma mère. Marianne, on a essayé de te joindre. On a appelé, envoyé des emails. Je sais. Alors pourquoi n'as-tu pas répondu? As-tu la moindre idée du mal que tu nous as fait? L'audace de cette phrase m'a presque fait rire. Le mal que je vous ai fait? Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement disparaître de nos vies à cause d'une rancune stupide. Voilà. L'incompréhension totale, même après 5 ans d'un silence qui aurait dû en dire long. Une rancune stupide? Ai-je répété. C'est de ça qu'il s'agit, selon vous? Mon père s'est agité, mal à l'aise. Écoute, on sait que tu étais contrarié pour la remise des diplômes, mais... Le récital de Madison était un spectacle de théâtre amateur que vous auriez pu voir n'importe quel autre soir de la semaine. Ils ont fait 5 représentations. J'ai gardé ma voix calme, posée. Plusieurs personnes aux tables voisines commençaient à jeter des regards dans notre direction. Ma remise de diplôme du MIT n'a eu lieu qu'une seule fois. Tu as toujours été si indépendante, a dit ma mère, revenant à sa défense habituelle. Madison avait plus besoin de nous. Elle est sensible, et toi, tu es si forte. J'étais aussi votre fille. Je suis votre fille, et vous avez passé toute ma vie à agir comme si j'étais une pensée secondaire. Les mots sont sortis calmement, presque cliniquement. Chaque anniversaire, chaque réussite, chaque moment qui aurait dû être le mien a été éclipsé par ce dont Madison avait besoin ce jour-là. Madison a tressailli. Marianne, je ne leur ai jamais demandé d'eux. Je sais que non. Il ne s'agit pas de toi, Madison. Il s'agit d'eux. J'ai regardé mes parents, je les ai vraiment regardés, et je n'ai ressenti qu'une tristesse lointaine. Vous avez raté ma fête de 7e anniversaire pour son essayage de costume. Vous avez manqué ma cérémonie de remise des diplômes du lycée, où j'étais major de promotion, parce qu'elle avait un concours de danse à Columbus. Vous avez refusé de m'aider pour mes dossiers d'université, mais vous lui avez acheté une voiture quand elle a eu 16 ans. Et ensuite, quand j'ai accompli quelque chose de vraiment incroyable, vous n'avez même pas pu vous libérer pendant 3 heures. On t'a envoyé de l'argent, a dit faiblement mon père. Je n'avais pas besoin d'argent. J'avais des bourses et des jobs étudiants. J'avais besoin de mes parents. Le silence s'est étiré entre nous. Autour, à la réception, la vie continuait, les gens riaient, dansaient, célébraient. Nous étions un petit îlot de dysfonctionnement dans un océan de joie. Que attends-tu de nous? A finalement demandé ma mère. Des excuses. Très bien, je suis désolé. Nous sommes désolés. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? Je n'attends rien de vous. La vérité de cette affirmation s'est installée en moi comme une couverture confortable. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de vous il y a 5 ans. Je suis venu ici pour Derek, parce qu'il me l'a demandé, parce qu'il compte pour moi. Vous n'avez pas le droit de me coincer à un mariage pour exiger une résolution émotionnelle, juste parce que ça vous arrange maintenant. Ce n'est pas juste, a murmuré ma mère. Passer 22 ans à faire en sorte que votre enfant se sente invisible ne l'est pas non plus.
Je me suis éloigné, les laissant debout près du bar. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix n'avait pas vacillé. Je me sentais presque étrangement calme en retournant à ma table, en finissant mon champagne et en invitant un des amis de Derek à danser. Oncle Robert m'a trouvé pendant un slow. J'ai vu ça, a-t-il dit doucement alors que nous nous balancions au rythme de la musique. Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais cru. J'ai eu 5 ans pour tout digérer. Ils ont eu 5 ans pour réaliser ce qu'ils avaient perdu, et apparemment, ils n'ont rien appris. Pour ce que ça vaut, ton père m'a demandé de tes nouvelles à Noël dernier. Il voulait savoir si tu allais bien, si tu étais heureuse. Robert a souri tristement. Je lui ai dit que tu t'épanouissais. Il avait l'air surpris. Bien sûr, qu'il était surpris. Il n'a jamais pensé que je survivrais vraiment sans leur approbation. La chanson s'est terminée. Robert m'a serré l'épaule. Je suis fier de toi, Marianne. Pas seulement pour ta carrière, mais pour ça. Pour connaître ta valeur. Le reste de la réception s'est déroulé dans un flou. J'ai dansé avec Derek, j'ai félicité les parents d'Amanda et j'ai mangé une part de gâteau de mariage. Mes parents ont gardé leur distance, bien que j'ai surpris ma mère en train de me fixer plusieurs fois depuis l'autre bout de la pièce. Madison s'est approchée une fois, alors que je me refaisais une beauté dans les toilettes des dames. Je suis désolée, a-t-elle dit à mon reflet. Pour tout. J'étais une enfant pour la plupart de ces événements, mais j'aurais dû remarquer. J'aurais dû dire quelque chose. Je me suis retourné pour lui faire face. Tu étais l'enfant prodige. Ce n'était pas de ta faute. Mais tu es une adulte maintenant, et tu les as regardés m'effacer des photos de famille, parler de moi comme si j'étais une sorte de conte moralisateur. M'as-tu déjà défendu? Leur as-tu déjà dit qu'ils avaient tort? Elle a baissé les yeux vers le sol. Je ne voulais pas créer de drame. C'est bien ce que je pensais. Je l'ai laissé là et je suis retourné à la réception. 1 heure plus tard, j'ai dit au revoir à Derek et Amanda, j'ai serré l'oncle Robert dans mes bras et je suis retourné à mon hôtel dans la Tesla qui avait coûté plus cher que ce que mes parents gagnaient en 6 mois. Le lendemain matin, j'ai pris mon petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, des œufs bénédicts et un café frais, tout en parcourant mes emails professionnels. Mon vol pour Seattle partait à 14 heures. Je réglais ma note à la réception de l'hôtel quand mon téléphone a sonné, affichant un numéro local inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter à quoi ressemblaient vraiment ces 5 années sans eux, les années que j'avais passées à me construire pour devenir quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient pas. Après la remise des diplômes, Seattle m'avait accueilli avec de la pluie et des opportunités. Mon premier appartement était un studio à Capitol Hill, petit mais à moi. Je l'avais meublé lentement, délibérément, chaque pièce choisie parce que je la voulais, pas parce qu'elle correspondait à une esthétique familiale ou à l'approbation de quelqu'un d'autre, un fauteuil en cuir vintage d'une friperie, un bureau face à la fenêtre d'où je pouvais regarder la ville se réveiller pendant que je codais, des plantes que j'ai réussi, je ne sais comment, à ne pas tuer, leurs feuilles vertes prouvant que je pouvais prendre soin de quelque chose avec succès. Le travail m'a consumé ces 2 premières années, mais de la meilleure façon possible. Je ne fuyais plus rien, je courais vers quelque chose. Le projet de semi-conducteur que j'avais commencé au MIT a attiré l'attention de ma chef de département, Elena Rodriguez, une femme d'une 50aine d'années qui avait mené ses propres batailles dans le monde de la tech. Elle m'a pris sous son aile, m'a appris à naviguer dans la politique d'entreprise, à m'attribuer le mérite de mes idées dans des réunions où des hommes 2 fois plus âgés que moi essayaient de m'interrompre. Tu es brillante, m'a dit Elena un soir alors que nous travaillions tard toutes les deux. Mais la brillance ne suffit pas dans ce secteur. Tu dois être stratégique. Tu dois te rendre impossible à ignorer. J'ai appris. Dès ma 2e année, je dirigeais des projets. À ma 3e, je déposais des brevets. Le travail était stimulant d'une manière qui semblait productive plutôt que destructive, des problèmes qui avaient des solutions si vous étiez assez intelligente et assez persévérante pour les trouver. Ma vie personnelle s'est remplie de gens qui étaient réellement présents. Il y avait Rachel, ma voisine, qui est devenue ma meilleure amie autour de plats à emporter et de télé-réalités exécrables. Nous nous asseyions sur son balcon en buvant du vin, et elle me parlait de sa famille italienne chaotique qui la rendait folle mais qu'il aimait farouchement. J'écoutais et je ressentais cette vieille douleur, pas exactement de la jalousie, mais un deuil silencieux pour ce que je n'avais jamais eu. Ta famille n'appelle vraiment jamais, m'a demandé Rachel une fois. Ils ne peuvent pas. Je les ai bloqués. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Je lui ai raconté la version abrégée, la remise des diplômes manqués, une vie entière à être la seconde. Elle était devenue silencieuse, puis m'avait serré fort dans ses bras. C'est leur perte, avait-elle dit. Sérieusement, tu es du genre à réussir de façon agaçante. Si tu étais ma sœur, je me vanterais de toi constamment. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne l'imaginait probablement. Il y avait d'autres amis aussi. Jordan de mon cours de kickboxing, qui m'a appris que la force physique pouvait être une métaphore de la résilience émotionnelle. Priya du travail, qui m'a invité aux célébrations de Diwali avec sa famille et m'a fait sentir la bienvenue dans leur chaleur. Ces gens m'ont choisi, et je les ai choisis en retour, construisant une famille d'intention plutôt que d'obligation. Les rencontres amoureuses étaient plus difficiles. Marcus et moi nous étions rencontrés à un événement tech, lié par notre amour mutuel pour les langages de programmation obscurs et la cuisine coréenne. Il était gentil, stable, tout ce qui aurait dû fonctionner. Mais après 2 ans, lors d'une conversation sur nos projets d'avenir, il avait mentionné vouloir des enfants un jour et l'importance des traditions familiales pour lui. Et tes traditions familiales, avait-il demandé. Voudrais-tu les intégrer? J'étais resté figé. Je n'ai pas de tradition familiale. Tout le monde a quelque chose. Des rituels de vacances, des célébrations d'anniversaire. Marcus, je ne parle pas du tout à ma famille, et je n'ai pas l'intention que ça change. Il a essayé de comprendre, vraiment essayé, mais finalement, le manque de beaux-parents, l'absence de toute cette dimension de la vie, est devenu un problème qu'il ne pouvait pas tout à fait surmonter. Nous nous sommes séparés à l'amiable, reconnaissant tous les deux que nous voulions des avenirs différents. Après Marcus, j'ai eu des relations occasionnelles. Un avocat nommé Tom, trop obsédé par sa carrière. Un enseignant nommé Scott, trop désireux de me réparer, comme si j'étais brisé plutôt que reconstruite intentionnellement. Un fondateur de start-up nommé Alex, qui a disparu après 3 rendez-vous, ce qui, honnêtement, semblait approprié pour la scène des rencontres de Seattle. Je me suis plongé encore plus dans le travail. Les brevets ont commencé à s'accumuler, des innovations dans la conception de puces, des améliorations de l'efficacité de traitement. Chacun portait mon nom, Marianne Mitchell. Pas Marianne Mitchell, fille de Robert et Claire. Pas Marianne Mitchell, sœur de Madison. Juste Marianne Mitchell, ingénieure. Mon salaire a grimpé. Le studio est devenu un 2 pièces. Le 2 pièces est devenu le 3 pièces avec vue sur l'eau. J'ai acheté de l'art, du vrai art, dans des galeries locales, pas des affiches de chez Target. J'ai voyagé seul à Tokyo, à Berlin, à Barcelone, envoyant des cartes postales à l'oncle Robert et des photos à Rachel. Mon passeport s'est rempli de tampons, preuve que je vivais pleinement cette vie que j'avais construite. Mais il y a eu des nuits difficiles aussi. Des nuits où je voyais un moment père-fille dans un film et ressentais cette douleur creuse familière. Des nuits où je me souvenais d'avoir 7 ans, regardant par une fenêtre ma famille célébrer sans moi, parce que je n'étais pas assez importante pour qu'on m'attende. Des nuits où je me demandais si quelque chose clochait fondamentalement chez moi, si j'étais incapable d'être aimé d'une manière essentielle. La thérapie a aidé. Le cabinet du docteur Sandra Chen est devenu un sanctuaire chaque mardi soir. Elle ne m'a jamais poussé à la réconciliation, ne m'a jamais suggéré que le pardon était obligatoire pour guérir. Au lieu de cela, elle m'a aidé à comprendre que les choix de mes parents reflétaient leurs limites, pas ma valeur. Vous étiez une enfant qui méritait un amour inconditionnel, a dit le docteur Chen lors d'une séance. Le fait que vous ne l'ayez pas reçu est un échec de leur capacité, pas de votre valeur. Ces mots sont devenus un mantra pendant les moments difficiles. À la 4e année, quelque chose a changé. Le deuil s'est atténué. La colère s'est transformée en quelque chose de plus proche de l'indifférence. J'ai réalisé que des jours passaient sans que je pense à mes parents. Ma vie était devenue si pleine de liens authentiques, de travail significatif et de croissance personnelle que l'absence de leur présence a cessé de ressembler à une blessure, et a commencé à ressembler simplement à la façon dont les choses étaient. Je me souviens d'une conversation avec Elena à cette époque. Nous célébrions l'approbation de mon 3e brevet avec du champagne dans son bureau. Tu sais ce que j'admire chez toi, avait dit Elena. Tu as transformé la douleur en carburant. Beaucoup de gens avec ton passé auraient implosé. Toi, tu as construit un empire à la place. Je ne sais pas si on peut parler d'empire. Marianne, regarde ce que tu as accompli en 4 ans. Tu as 26 ans, 3 brevets, tu diriges une équipe d'ingénieurs 2 fois plus âgés que toi,
et tu gagnes plus d'argent que la plupart des gens ne voient en une vie. C'est un empire. Elle avait levé son verre. Et tu l'as fait sans l'aide de personne. C'est encore plus impressionnant. La validation de quelqu'un que je respectais profondément signifiait tout. Elena me voyait vraiment, d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. Alors, au moment où l'invitation au mariage de Derek est arrivée, je n'étais plus la jeune femme blessée de 22 ans qui avait traversé cette estrade de remise des diplômes seule. J'étais quelqu'un d'entièrement différent, quelqu'un de plus fort, de plus complet. C'est cette personne qui s'est présentée à Richmond ce jour de juin, pas la fille cherchant désespérément l'approbation, mais la femme qui avait appris qu'elle n'en avait pas besoin. Contre toute attente, j'ai répondu au téléphone. Marianne, la voix de mon père. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Comment as-tu eu ce numéro? C'est Robert qui me l'a donné. Écoute-moi juste une minute. Je suis restée silencieuse, attendant. Je t'ai vu hier au mariage, et je t'ai à peine reconnu. Tu as l'air si distingué, si accompli. Robert m'a parlé de tes brevets, de ton poste dans l'entreprise. Il m'a montré un article sur toi dans un magazine de technologie. Sa voix s'est épaissie. J'ai réalisé que je ne savais rien de tout ça. Je ne sais rien de ta vie. Non, en effet. Ta mère et moi avons parlé hier soir après le mariage. Vraiment parlé. Et nous avons commencé à tout revoir, toutes les fois où nous avons choisi Madison plutôt que toi. Nous avons toujours pensé que nous faisions ce qu'il fallait, en accordant plus d'attention à l'enfant qui en avait le plus besoin. Mais nous avons oublié que toi aussi, tu avais besoin de nous. Je ne vais pas avoir cette conversation. Tu as si bien réussi, mieux que nous ne l'aurions jamais imaginé, et nous n'y sommes pour rien. L'aveu flottait dans l'air entre nous. Je pouvais l'entendre respirer, attendant que je l'absolve, que je dise que tout allait bien, que je lui offre le pardon. Vous avez raison, ai-je finalement dit. Vous n'y êtes pour rien. J'ai fait ça toute seule, et je continuerai à le faire seule. Marianne, je ne vous déteste pas. Je ne ressens même plus de colère. Mais je ne ressens rien d'autre non plus. Vous êtes des étrangers qui partagent mon ADN, et c'est tout ce que vous serez jamais. J'ai fait une pause, m'assurant que mes mots étaient clairs. Vous voir hier a confirmé ce que je sais depuis 5 ans. J'ai fait le bon choix en m'éloignant. Je suis plus heureuse sans vous dans ma vie. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, un moyen de réparer ça. On ne peut pas réparer 22 ans de négligence avec une seule conversation. Vous ne pouvez pas effacer le fait que ma remise de diplôme du MIT, le moment le plus fier de ma vie, est à jamais entaché par votre absence. Vous avez fait vos choix. Maintenant, j'ai fait les miens. Aurons-nous de tes nouvelles un jour? J'y ai réfléchi honnêtement. Peut-être à des funérailles. Peut-être à d'autres mariages, si oncle Robert me le demande. Mais non, vous n'aurez pas de mes nouvelles. Je n'enverrai pas de carte de Noël ou de vœux d'anniversaire. Je n'appellerai pas pour la fête des mères ou la fête des pères. Vous avez voulu donner la priorité aux besoins de Madison sur les miens pendant 2 décennies. Eh bien, maintenant, vous devez vivre avec les conséquences de ce choix. Ta mère est dévastée. Elle s'en remettra. Elle est forte et indépendante, tu te souviens? C'est ce qu'elle a toujours dit de moi. Que je n'avais pas besoin d'elle. Il s'avère qu'elle avait raison. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro. Dans l'avion du retour vers Seattle, j'ai pensé à la petite fille que j'étais, celle qui avait tant essayé de gagner l'attention de ses parents, qui avait cru que si seulement elle réussissait assez, excellait assez, elle finirait par être vue. J'ai pleuré cette petite fille. Elle méritait mieux. Mais la femme que j'étais devenue, elle, s'en sortait très bien. Lundi matin, je suis entré dans mon bureau avec sa vue sur la Space Needle et le Sound. J'ai pris mon premier café de la journée et je me suis plongé dans un nouveau projet qui allait devenir mon brevet le plus réussi. Ma collègue, Jennifer, est passée à mon bureau vers midi. Comment était le mariage? A-t-elle demandé. Intéressant. J'ai vu de la famille que je n'avais pas vue depuis des années. Intéressant dans le bon ou le mauvais sens? Intéressant dans le sens nécessaire. Elle a ri et m'a invité à un apéro vendredi. J'ai accepté, me réjouissant déjà, des amitiés faciles que j'avais cultivées, de la vie que j'avais construite brique par brique, sans l'aide ni l'approbation de mes parents. Ce soir-là, oncle Robert m'a envoyé un texto. Ton père m'a appelé. Il a dit que vous aviez parlé ce matin.
Il avait l'air perdu. Ta mère, apparemment, regarde de vieux albums photos en pleurant. Je voulais juste que tu le saches. J'ai répondu, merci de me tenir au courant, mais ça ne change rien. Je ne pensais pas. Toujours fier de toi, ma grande. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par Robert que mes parents étaient entrés dans ce qu'il appelait la phase de deuil. Ils avaient apparemment fait descendre Madison de son piédestal, ce qui avait provoqué son propre drame familial. Madison se sentait attaqué. Tyler se sentait pris entre deux feux. Mes parents alternaient entre la colère contre moi pour être déraisonnable, la colère contre eux-mêmes pour leur choix, et une tristesse désespérée que Robert qualifiait de difficile à voir. Mais je ne ressentais rien de tout cela. J'étais protégé par 3000 miles et 5 années de distance émotionnelle durement gagnée. En août, mon entreprise m'a envoyé à une conférence technologique à Boston. J'avais un après-midi de libre, alors j'ai conduit jusqu'à Cambridge et je me suis promené sur le campus du MIT. Des étudiants passaient en hâte avec leurs sacs à dos, leurs visages rayonnants d'ambition et d'épuisement. Je me suis tenu sur la pelouse où j'avais autrefois reçu mon diplôme seul et j'ai pris une photo de la vue. Ce soir-là, je l'ai postée sur mon Instagram, la première photo que je publiais depuis des mois. Légende, il y a 5 ans, j'ai été diplômé ici et j'ai commencé à construire une vie que je voulais vraiment. La meilleure décision que j'ai jamais prise. La publication a reçu plus de 300 j'aime de collègues, d'amis et d'anciens camarades de classe. Des gens avec qui j'avais étudié au MIT ont commenté leurs félicitations et leur fierté. Un ancien partenaire de laboratoire a écrit « Tu as toujours été une inspiration. Tu te souviens de cette fois où tu as débogué ce code impossible à 3 heures du matin. Tu étais inarrêtable à l'époque, et tu es inarrêtable maintenant. » J'ai souri à l'écran de mon téléphone, me sentant sincèrement comblé. Oncle Robert a appelé quelques jours plus tard. Ta mère a vu ta publication Instagram. Elle ne te suit pas, mais Madison la lui a montré. Elle a pleuré pendant 1 heure. Robert, j'apprécie que tu me tiennes au courant, mais tu n'es plus obligé de me dire ces choses. Leurs sentiments ne sont pas ma responsabilité. C'est juste. Je voulais juste m'assurer que tu savais qu'ils commencent enfin à comprendre ce qu'ils ont perdu. Ils ne m'ont pas perdu. Ils ne m'ont jamais vraiment eu. La vérité de cette affirmation a résonné longtemps après la fin de l'appel. Mes parents avaient été physiquement présents pendant mon enfance, mais émotionnellement absents pour tout ce qui comptait. Ils avaient fourni de la nourriture, un abri et les nécessités de base, tout en retenant la seule chose dont un enfant a le plus besoin, se sentir vu, valorisé et prioritaire. J'avais passé 5 ans à apprendre à me voir, à me valoriser et à me donner la priorité. Leur prise de conscience soudaine qu'ils m'avaient manqué ne défaisait pas le travail que j'avais accompli pour guérir. En octobre, Derek et Amanda ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Oncle Robert a organisé une réunion de famille pour célébrer, et il m'a appelé pour m'inviter. J'ai poliment décliné. Mes parents seront là, ai-je dit. Ils y seront, mais Marianne, Derek veut vraiment que tu sois dans sa vie. Amanda aussi. Vas-tu laisser tes parents dicter les événements familiaux auxquels tu peux assister? Il avait raison. Laisse-moi y réfléchir. J'y ai réfléchi pendant 3 jours, puis j'ai appelé Derek directement. Oncle Robert a dit que tu voulais que je sois à la fête. C'est vrai. Tu es en quelque sorte ma cousine cool et plus âgée qui m'a inspiré à viser haut. Je veux que mon enfant te connaisse. Sa sincérité m'a frappé en plein cœur. D'accord, je viendrai. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas là pour me réconcilier avec mes parents. Je suis là pour toi et Amanda. S'ils m'approchent, je serai courtoise, mais c'est tout. C'est tout ce que je demande. La réunion était plus petite que le mariage, peut-être 40 personnes chez l'oncle Robert. Je suis arrivé délibérément en retard, me glissant à l'intérieur après que la plupart des invités soient déjà arrivés. J'ai trouvé Derek et Amanda dans le jardin, je les ai félicités et j'ai passé la majeure partie de l'après-midi à parler avec la femme de Robert, Margaret, qui avait toujours été gentille avec moi. Mes parents sont restés de l'autre côté du jardin. Madison s'est approchée une fois, me demandant comment j'allais, et je lui ai donné les réponses polies et distantes que l'on donne à une connaissance. Elle n'a pas insisté. Alors que le soleil commençait à se coucher et que je me préparais à partir, ma mère m'a intercepté près de la porte d'entrée. « Je suis contente que tu sois venu », a-t-elle dit. Ça compte beaucoup pour Derek. Derek est la raison pour laquelle je suis ici.
Pouvons-nous parler? Vraiment parler? Pas à un mariage ou à une fête, mais quelque part en privé. Dans quel but, maman? Pour essayer. Pour voir s'il y a un moyen d'avancer. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation ou l'égoïsme, mais je n'ai trouvé qu'un désespoir sincère. Pourtant, le désespoir ne suffisait pas, je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'avancer. Vous voulez l'absolution. Vous voulez que je dise que tout va bien, que nous pouvons recommencer, que le passé n'a pas d'importance. Mais je ne peux pas vous donner ça. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre de cela. Le bébé de Derek sera là dans 6 mois. Vous avez une autre chance d'être de meilleurs grands-parents que vous n'avez été parents. Saisissez-la. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors c'est tout? Nous n'avons plus jamais de relation? Nous n'en avons jamais vraiment eu pour commencer. Je l'ai laissé debout dans l'embrasure de la porte et je suis retourné à mon hôtel. Le lendemain matin, avant mon vol, j'ai pris un dernier petit déjeuner avec l'oncle Robert. Tu gères ça avec une grâce remarquable, a-t-il dit devant des pancakes. Je ne me sens pas gracieuse. Je me sens fatiguée. Fatiguée de quoi? Fatiguée qu'on attende de moi que je répare ce qu'ils ont cassé. Fatiguée qu'on me fasse sentir coupable de protéger ma paix. Fatiguée que les gens pensent que la biologie m'oblige à pardonner l'impardonnable. Robert a hoché lentement la tête. Tu ne dois le pardon à personne, Marianne. Pas même à tes parents. Surtout pas à tes parents. Ces mots se sont installés dans mes os comme une bénédiction. De retour à Seattle, la vie a continué sa marche en avant. Je suis sorti avec un biologiste marin nommé Kyle pendant quelques mois avant de réaliser que nous voulions des choses différentes. J'ai adopté un chat nommé Tesla qui dormait sur mon clavier pendant les appels vidéo. J'ai de nouveau été promu, cette fois au poste de directrice de l'ingénierie, avec un salaire qui aurait fait pleurer de stupéfaction la Marianne de 22 ans. Les années ont passé. Le bébé de Derek, une fille nommée Sophie, est arrivé en bonne santé et parfaite. Robert a envoyé des photos, je lui avais donné la permission pour ça. Madison a divorcé, est retourné vivre chez mes parents pendant un certain temps, puis a finalement trouvé sa voie avec un emploi dans une agence immobilière. Mes parents ont vieilli. Robert a mentionné le diagnostic de diabète de mon père, l'opération du genou de ma mère. J'ai ressenti une lueur d'inquiétude, mais rien de plus profond. C'étaient des étrangers âgés avec des problèmes médicaux, pas différent de lire des nouvelles de quelqu'un dans les journaux. En 2025, alors âgé de 29 ans, j'ai donné un discours d'ouverture à une conférence sur les femmes dans la technologie à San Francisco. Le public comptait plus de 1000 personnes. J'ai parlé de résilience, de la construction du succès sans système de soutien, de l'importance de connaître sa valeur même lorsque les personnes qui devraient le plus vous valoriser ne le font pas. L'ovation debout a duré près de 5 minutes. Après, une jeune femme s'est approchée de moi, les larmes coulant sur son visage. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Merci, a-t-elle murmuré. Ma famille ne soutient pas ma carrière dans la tech. Ils pensent que je devrais être enseignante ou infirmière, quelque chose de plus traditionnel. Vous entendre parler m'a fait me sentir moins seul. J'ai serré dans mes bras cet inconnu qui comprenait. Vous n'êtes pas seul, et leur incapacité à voir votre potentiel en dit long sur eux et rien sur vous. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous renoncé à avoir besoin de leur approbation? J'ai réalisé qu'attendre leur approbation signifiait mettre ma vie en attente. Alors, j'ai arrêté d'attendre et j'ai commencé à vivre. Le conseil que je lui ai donné était un conseil que j'avais appliqué pendant 7 ans. Il m'avait bien servi. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai parcouru mon Instagram et j'ai vu que Madison avait récemment posté une photo de nos parents avec Sophie. La légende disait, 3 générations d'amour. Je n'étais pas sur la photo, évidemment. Je ne faisais plus partie de leur histoire. L'ancienne moi, la fillette de 7 ans qui avait raté sa fête d'anniversaire, se serait sentie anéantie par l'exclusion. La moi actuelle a simplement fait défiler sans réaction. J'ai posté ma propre photo de la conférence, moi sur scène, en plein discours, avec un public immense visible. Légende, j'ai parlé à 10 000 femmes brillantes aujourd'hui sur la résilience et l'estime de soi. Honoré de partager mon histoire et les leurs. La publication a reçu plus de 500 j'aime. Des collègues, des amis et d'anciens camarades de classe ont commenté leur fierté et leur soutien. Un commentaire m'a arrêté.
C'était de génie, mon ancienne colocataire du MIT, tu te souviens quand nous avons été diplômés et que tu étais si seul? Regarde-toi maintenant, entouré de gens qui t'apprécient vraiment. Tu as bâti un empire, Marianne. Je suis admirative. J'ai aimé son commentaire et j'ai répondu avec un emoji cœur. Puis j'ai fermé Instagram, j'ai commandé le service en chambre et j'ai regardé un documentaire sur les créatures des grands fonds marins en mangeant des pâtes d'hôtel hors de prix. Mon téléphone a sonné vers 22 heures. Oncle Robert. Un peu tard pour un appel. J'ai répondu, tout va bien. Ton père a eu une crise cardiaque cet après-midi. Il est stable maintenant, à l'hôpital de Richmond. Ta mère voulait que je te le dise. Je me suis redressé. Est-ce qu'il va s'en sortir? Les médecins le pensent. Mais Marianne, il te réclame. La demande flottait dans l'air comme un défi. 7 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais coupé le contact, 7 ans à construire une vie sans eux, à guérir des blessures qu'ils avaient infligées par une négligence insouciante. Et maintenant, au premier signe de mortalité, ils me voulaient de retour. Je ne peux pas, ai-je dit doucement. Je ne te le demande pas, je transmets juste le message. À quoi s'attendent-ils? Que je me précipite à son chevet et que nous ayons une réconciliation sur son lit de mort? C'est peut-être exactement ce à quoi ils s'attendent. Eh bien, ils vont être déçus une fois de plus. Je me suis adossé contre la tête de lit de l'hôtel. Il va se rétablir, n'est-ce pas? C'est ce que disent les médecins. Alors il s'en sortira sans moi. Il s'en est bien sorti sans moi pendant 7 ans. Robert a soupiré. Je leur ferai savoir. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans la chambre d'hôtel sombre et j'ai examiné mes sentiments attentivement. De la culpabilité? Non. De la tristesse? Peut-être un peu, mais plus pour ce qui aurait pu être que pour ce qui était. Du soulagement? Surtout ça. Je ne suis pas allé à Richmond. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital avec une carte qui disait simplement « Je vous souhaite un prompt rétablissement ». Professionnel, distant, approprié pour quelqu'un que je connaissais à peine. Ma mère a appelé Robert, furieuse que j'ai envoyé des fleurs au lieu de me présenter en personne. Apparemment, mon père a pleuré en les voyant, non pas de gratitude, mais de chagrin. Madison m'a traité de monstre sans cœur sur Facebook dans une publication qu'elle a ensuite supprimée. Leurs réactions ont confirmé que j'avais fait le bon choix. Car voici ce qu'ils n'ont jamais compris, les rayés de ma vie n'étaient pas pour les punir. C'était pour me protéger. C'était pour refuser de passer le reste de ma vie à auditionner pour leur amour, en espérant que cette fois, cette réussite, ce moment serait enfin suffisant pour gagner leur attention. J'avais arrêté d'auditionner il y a 7 ans. J'avais arrêté de me donner en spectacle. J'avais simplement commencé à vivre. Et la vie que j'avais construite était extraordinaire précisément parce qu'ils n'en faisaient pas partie, me rappelant constamment que je n'étais pas Madison, que je ne valais pas leur temps, que je n'étais pas tout à fait assez bien pour compter. Mon père s'est rétabli. La vie a continué. Je suis resté à Seattle, j'ai prospéré dans ma carrière et je suis sorti avec un photographe nommé Daniel qui me faisait rire et respecter mes limites. La relation était simple, saine, tout ce que ma dynamique familiale n'avait jamais été. Au 7e anniversaire de ma remise de diplôme du MIT, j'ai posté une longue légende sur Instagram sur tout ce que cette journée avait signifié pour moi. J'ai écrit sur le fait d'être seul en toque et en toge, sur la petite cérémonie à laquelle mes parents n'avaient pas daigné assister, sur la façon dont cette journée était devenue le début de ma vraie vie plutôt que la fin de ma carrière universitaire. La publication est devenue virale. Plus de 10 000 j'aime, des centaines de partages, des milliers de commentaires de personnes partageant leurs propres histoires de rejet familial et de survie. Des médias ont repris l'histoire. J'ai donné plusieurs interviews sur l'éloignement familial et la pression de pardonner aux gens qui vous ont blessé simplement parce qu'ils sont de votre famille. Mes parents ont tout vu. Selon Robert, ils étaient mortifiés par la nature publique de ma discussion, humiliés que les gens sachent ce qu'ils avaient fait. Madison a appelé ça laver son linge sale en public. Mon père aurait dit à Robert que je les faisais passer pour des monstres. Sont-ils des monstres, m'a demandé Robert lors d'un de nos appels désormais mensuels. Non, ce sont juste des gens qui ont constamment fait les mauvais choix et ont refusé d'en accepter pleinement les conséquences. Des monstres seraient plus simples. Je pourrais haïr des monstres, mais je ne peux pas les haïr. Je ne peux que me protéger d'eux. Ma clarté émotionnelle avait mis des années à se construire, mais elle était absolue.
Aujourd'hui, en 2025, 7 ans après cette journée de remise des diplômes solitaires, je vis dans un bel appartement avec Daniel et notre chat. J'ai un travail qui m'épanouit, des brevets à mon nom et une réputation de personne qui se bat pour les talents négligés dans l'industrie technologique. Je suis mentor pour de jeunes femmes en ingénierie, en particulier celles issues de familles peu encourageantes, parce que je comprends intimement leur lutte. Mes parents sont vivants, mais absents de mon histoire. Madison existe en périphérie, quelqu'un que je verrai peut-être un jour à des funérailles. Oncle Robert reste mon seul lien avec cette vie passée, et je chéris sa présence dans ma vie actuelle. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir coupé les ponts avec mes parents. Ils veulent que j'admette que j'ai perdu quelque chose de précieux, que la famille est irremplaçable, que le sang compte plus que tout. Mais je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné, le respect de moi-même, la paix, le succès sans leur ombre planant dessus. Ils ont perdu une fille qui aurait déplacé des montagnes pour gagner leur fierté. Ils ont perdu des brevets portant leur nom de famille, des petits-enfants qu'ils auraient pu avoir si je m'étais senti assez en sécurité pour fonder une famille, une relation avec quelqu'un qui s'est avéré assez extraordinaire malgré leur manque total de soutien. Il y a 7 ans, ils ont fait le choix de manquer ma remise de diplôme du MIT pour un récital de ballet sans importance. Ils ne se souviennent probablement même pas des détails de la performance de Madison ce jour-là. Mais moi, je me souviens de tout ce qui concerne la mienne, le poids du diplôme dans ma main, les sièges vides dans la section familiale, le moment où j'ai décidé que j'en avais fini de mendier des miettes de leur attention. C'est ce jour-là que je les ai rayés de ma vie. Ils ne s'en sont rendus compte que bien plus tard.